Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous accueillir pour ce webinaire consacré à un sujet phare de l'actualité, à savoir le dispositif d'activité partielle. Pour une brève présentation, alors, j'ai un petit souci juste là, hop. Alors, pour une brève présentation, je suis Farid El Kantouche, consultant expert à la direction du développement, et j'ai le plaisir de co-animer ce webinaire avec Franck Vollet, que je laisse se présenter. Bonjour, Franck Vollet, je suis team leader dans l'équipe Conseil Paye et CRH au sein de Hemming. Nous aurons aussi le plaisir d'être assistés par Laurence Lantoine. Bonjour à tous, Laurence Lantoine. Donc, je suis assistante SIRH et conseil en performance RH. Je vais vous donner quelques informations avant de commencer le webinaire. Donc, la durée prévue pour cette session est de 1h30. Le support de formation ne vous sera pas communiqué à l'issue de cette session, mais sachez que le webinaire sera disponible en replay et vous aurez donc la possibilité de le visionner à nouveau. Tout au long de la session, vos micros seront coupés, mais vous avez la possibilité de poser vos questions à l'écrit via la fonctionnalité dédiée qui est à droite de votre écran. Il y aura un temps prévu à la fin du webinaire pour répondre à vos questions. Mais si une de vos questions n'a pas trouvé de réponse à l'oral, nos intervenants reviendront vers vous dans un second temps pour y apporter une réponse personnalisée. À la fin du webinaire, vous serez invité à répondre à notre questionnaire de satisfaction via une page web qui s'ouvrira automatiquement. Je vous souhaite un bon webinaire. Alors, en raison de la crise sanitaire sans précédent que subit la France actuellement, le ministère du Travail a mis en place un dispositif exceptionnel d'activité partielle pour soutenir employeurs et salariés. Donc, ce dispositif est renforcé, comme vous pourrez le constater au fur et à mesure de la présentation. Dans le prolongement des mesures qui ont été décidées par le gouvernement pour enrayer l'épidémie, la mise en place du confinement pour lutter contre le coronavirus, la fermeture des entreprises qui accueillaient du public, de nombreuses entreprises se sont vues ainsi réduire leur activité partiellement ou totalement. La loi d'urgence sanitaire du 23 mars 2020 a donc habilité le gouvernement à légiférer par ordonnance pour adapter notamment le fonctionnement des entreprises dans cette période et soutenir l'économie. Ainsi, pour permettre aux entreprises de faire face aux difficultés d'organisation liées à l'épidémie Covid-19, le gouvernement a décidé d'améliorer les règles d'indemnisation de l'activité partielle. Comment? Premièrement, en améliorant le montant financier de l'allocation. Deuxièmement, en simplifiant la procédure de recours à l'activité partielle. Et troisièmement, en réduisant les délais de traitement des demandes d'activité partielle. Nous vous présenterons toutes ces mesures en détail dans le cadre de ce webinaire. Alors, pour vous donner un aperçu des chiffres concernant ce dispositif, au 15 avril, le ministère du Travail décomptait 732 000 entreprises qui avaient demandé à bénéficier du dispositif de chômage partiel. Aujourd'hui, on a le seuil de 10 millions de salariés concernés a été franchi. Bruno Le Maire donc avait annoncé que le chômage partiel allait coûter 24 milliards d'euros contre les 8,5 qui ont été provisionnés dans un premier temps. Alors, quels sont les principaux secteurs qui sont concernés par ce dispositif d'activité partielle? Nous avons l'industrie, l'hébergement, la restauration, la construction et le commerce non alimentaire et la réparation automobile. Plus précisément aussi, nous avons le secteur aérien qui est très touché, on le voit bien avec la société Air France et également l'aéronautique. Alors, concernant le sommaire, nous allons donc vous parler de l'activité partielle, la définition et les formes de la baisse d'activité, voir également les entreprises éligibles à l'activité partielle ou celles qui ne le sont pas, les modalités de mise en œuvre, l'indemnisation de l'entreprise, du salarié, les conséquences sur le contrat de travail et accessoirement, nous regarderons aussi les principales mesures issues des ordonnances du 25 mars 2020 qui ont un impact en paye. Et pour finir, comme vous l'a précisé Laurence, nous aborderons les questions-réponses. Alors, quelle différence entre le chômage partiel, l'activité partielle et le chômage technique? Il n'y en a pas en réalité, puisque ces trois termes évoquent le même dispositif. L'activité partielle a été, il y a eu une réforme en 2013, une profonde réforme sur ce dispositif. Alors, l'activité partielle, c'est quoi? C'est le fait qu'une entreprise se trouve confrontée à des événements qui vont l'obliger d'une part à réduire ou à suspendre temporairement son activité et d'autre part à verser à ses salariés une indemnisation engendrée par la perte des salaires qui va en découler. La baisse d'activité peut prendre deux formes différentes, soit une réduction de la durée de travail des salariés en dessous de la durée légale hebdomadaire ou lorsqu'elle est inférieure,
la durée collective conventionnelle du travail de l'établissement. Ça peut être également par la fermeture temporaire de tout ou partie de l'entreprise pendant laquelle les salariés sont en inactivité totale, quel que soit le nombre de jours de fermeture, et dans la limite d'un contingent annuel d'heures qui est plafonné à 1000 heures indemnisables. Et bien entendu, il y a la possibilité aussi que les salariés soient placés alternativement en activité partielle par le biais de la rotation. Quelles sont les entreprises éligibles à l'activité partielle? Le ministère du Travail a mis en place un outil d'aide à la décision. Pourquoi? Parce que dès le mois de mars, de nombreuses entreprises ont demandé à bénéficier du dispositif et se sont vues opposer des refus parce qu'elles ne remplissaient pas les conditions. Donc, le ministère du Travail a mis en place ce schéma d'aide. Alors, première question qu'une entreprise doit se poser, est-ce que je suis dans un secteur qui prévoit que mon entreprise doit être fermée par un arrêté? On verra la liste plus tard. Si oui, eh ben, je suis éligible effectivement au dispositif. Sinon, je dois me poser une autre question. Est-ce que je suis confrontée à une réduction, à une suspension d'activité qui est liée à la conjoncture actuelle? Si oui, oui, je serai éligible au dispositif. Sinon, je dois me poser encore une autre question. Est-ce que si je ne rentre pas dans ces deux cases-là, est-ce que je suis capable, moi, employeur, de mettre en place les mesures de prévention qui sont nécessaires à protéger mes salariés, à savoir, est-ce que je peux mettre en place le télétravail? Est-ce que je suis capable de mettre en place des gestes barrières? Si effectivement, moi, en tant qu'employeur, je peux, je ne suis pas éligible au dispositif d'activité partielle. En revanche, si je ne peux pas être capable de mettre en place ces mesures de prévention, je serai éligible à ce dispositif. Quels sont les motifs de recours pour recourir à l'activité partielle? Voilà les motifs. De manière classique, en raison de la conjoncture économique, en raison de difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie, lorsque je subis un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel, lorsque mon entreprise subit une transformation, une restructuration, une modernisation de l'entreprise, ou bien toute autre circonstance de caractère exceptionnel. Aujourd'hui, avec le contexte de l'épidémie Covid-19, nous sommes dans cette dernière catégorie. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'épidémie du coronavirus et ses conséquences possibles, en raison de la limitation des déplacements, les difficultés d'approvisionnement, les salariés qui sont indispensables à la continuité de l'entreprise contaminée ou en quarantaine font partie de ces circonstances de caractère exceptionnel. Alors, quelles sont les entreprises qui se trouvent dans l'obligation de fermer avec l'arrêté du 15 mars? Voilà toute la liste qui figure dans cet arrêté. Donc, vous voyez donc tout ce qui est cinéma, les magasins de vente et de centres commerciaux, sauf pour les livraisons et les retraits de commandes, tout ce qui est restaurant, bien entendu, salles d'exposition, etc. Donc, salles d'exposition, notamment pour le secteur automobile, les chapiteaux, les tentes, etc. Alors, à titre dérogatoire, puisque donc de manière classique, certaines entreprises rentraient dans le dispositif, mais au regard de la loi d'urgence, à titre dérogatoire, d'autres secteurs peuvent rentrer dans ce dispositif. Alors, c'est l'ordonnance du 27 mars 2020 qui vient apporter ces précisions. Donc, les entreprises qui s'assurent elles-mêmes contre le risque chômage, donc, on va avoir la RATP, la SNCF, l'EDF, les salariés à domicile et les assistants maternels. Les salariés qui ne sont pas soumis aux dispositions légales et conventionnelles, ça va être tout ce qui est le VRP et pigiste. Les salariés qui sont employés par une entreprise qui ne comporte pas d'établissement en France lorsque l'employeur est soumis pour ses salariés aux contributions et aux cotisations sociales d'origine légale contre le risque de privation d'emploi au titre de la législation française, c'est par exemple EasyJet. Et les salariés donc, qui relèvent des remontées mécaniques. Une autre ordonnance, donc du 15 avril, vient encore augmenter le nombre de bénéficiaires, puisqu'elle prévoit que les cadres dirigeants donc, qui cotisent au chômage peuvent bénéficier de l'activité partielle uniquement en cas de fermeture totale ou partielle de l'établissement dans lequel ils travaillent. C'est bien encadré. Et également les salariés portés ou les intérimaires qui sont en CDI. Alors, donc, on a vu les cas d'éligibilité. Maintenant, nous allons voir les cas d'exclusion. Lorsqu'une entreprise se voit réduire son activité ou suspendre son activité en raison d'un différend, donc d'une grève, donc cette entreprise-là n'est pas éligible au dispositif d'activité partielle. Toutefois, si la fermeture est prolongée de plus de 3 mois, elle peut l'être sur accord du ministre chargé de l'Emploi.
2 autres cas de salariés ne sont pas éligibles, hein, donc c'est les salariés qui possèdent un contrat de travail de droit français travaillant sur des sites localisés dans des pays tiers, hein, ça va être les salariés expatriés, hein, et puis les VRP multicartes, à la différence des VRP exclusifs, qui eux ont droit à ce dispositif. Alors, quelles sont les modalités de mise en œuvre de l'activité partielle? Premièrement, on devra consulter les représentants du personnel de manière classique. Donc, celles qui ont un CSE, donc un comité social et économique, doivent consulter cet organisme avec effectivement en justifiant des motifs de recours, les catégories professionnelles et les activités qui sont concernées, le niveau et les critères de mise en œuvre des réductions d'horaires envisagées, les actions de formation qui sont envisagées et tout autre engagement qui serait pris par l'entreprise. Et les entreprises qui sont dépourvues de représentants de personnel doivent informer leurs salariés de leur projet sans délai. Donc ça, c'était de manière classique. À titre dérogatoire, avec le décret du 25 mars 2020, il nous est précisé que les entreprises peuvent recueillir postérieurement l'avis du CSE. Et pour cela, elles ont 2 mois pour transmettre cet avis après avoir fait leur demande d'activité partielle. Alors, concernant cette fameuse demande d'autorisation préalable d'activité partielle, de manière classique, avant de placer leurs salariés en activité partielle, les entreprises doivent au préalable faire une demande. Et cette demande, elle se fait nécessairement en amont du placement effectif des salariés en activité partielle. 2 étapes sont à suivre. La première, c'est donc l'entreprise doit créer un compte. Et la seconde, c'est que l'entreprise doit saisir sa demande d'autorisation d'activité partielle. À titre dérogatoire, toujours avec les dispositions du décret du 25 mars 2020, les entreprises multi-établissements doivent faire une demande par SIRET, donc par établissement. Et il n'y a pas eu de modification avec ce décret du 25 mars, contrairement à ce qui avait été annoncé dans le projet. Alors, par rapport à l'activité partielle, sur le site du ministère du Travail, vous avez un question-réponse qui est mis à jour régulièrement. Et dans le cadre de la mise à jour du 29 mars, il est indiqué que pour les entreprises multi-établissements, pour simplifier leur démarche, le portail de l'activité partielle serait adapté dans le courant du mois d'avril pour leur permettre effectivement de faire des demandes en une seule fois. Également, les entreprises qui, par le passé, ont déjà fait appel aux dispositifs d'activité partielle pour leurs salariés. Celles-ci doivent, outre les étapes qu'on vient de voir, elles ont spécifiquement une autre étape à franchir, à savoir qu'elles doivent souscrire des engagements. Ces engagements ne doivent pas se limiter au seul maintien dans l'emploi et ils sont déterminés en fonction de la situation de l'entreprise et des salariés et bien entendu modulés en fonction de l'importance du volume d'heures demandées au titre de l'activité partielle. Alors, ces engagements peuvent porter sur le maintien dans l'emploi des salariés pendant une durée qui peut aller jusqu'au double de la période d'autorisation, hein, des actions spécifiques de formation, des actions en matière de GPEC et la mise en place d'actions qui visent à rétablir la situation économique de l'entreprise. Et bien entendu, le cas échéant, ces engagements doivent tenir également compte des engagements qui ont été souscrits par leur passé et notamment de leur exécution. Concernant le délai de réponse de l'administration lorsque une entreprise fait une demande, de manière classique, l'administration répond sous un délai de 15 jours. Information importante, l'absence de réponse ne vaut pas rejet, mais vaut acceptation tacite. Si vous avez un refus, ce refus sera motivé. Et la décision du préfet, elle est notifiée par voie dématérialisée à l'employeur, donc c'est-à-dire par mail. Et lorsque l'employeur a la décision de l'administration, il doit en informer le CSE. Donc ça, c'était de manière classique. Par dérogation, le décret du 25 mars prévoit que le délai de 15 jours est ramené à 48 heures jusqu'au 31 décembre 2020 et que, à l'issue de ce délai de 48 heures, l'absence de réponse vaut acceptation implicite de la demande. Donc là, vous voyez que la différence, c'est qu'on est passé d'un délai de 15 jours à 48 heures. Alors, concernant la demande d'autorisation, la période sur laquelle elle s'applique, normalement, de manière classique, elle était de 6 mois et avec un plafond annuel de 1000 heures chômées par salarié. Et si effectivement on avait des cas exceptionnels, sur décision conjointe des ministres de l'Emploi et du Budget, ce plafond pouvait être augmenté. Alors, à titre dérogatoire, avec le décret du 25 mars 2020, la période de 6 mois passe à 12 mois au lieu de 6 et par arrêté du 31 mars 2020,
le plafond de 1000 heures annuelles chômées par salarié passe à 1607 heures jusqu'au 31 décembre 2020. Donc, vous voyez qu'il est relevé de plus de la moitié. Ici, vous avez donc un petit stat concernant les demandes d'activité partielle qui ont été faites en Île-de-France. Et vous voyez qu'on a quand même franchi mi-avril la barre des 200 000 demandes en Île-de-France. Hein. Alors, donc, on a vu effectivement la mise en œuvre. Maintenant, on va voir le mode d'emploi pour demander à bénéficier du dispositif d'activité partielle. Première étape, donc je vous disais, la création du compte. Donc, c'est une démarche qui est entièrement dématérialisée. Hein. Vous allez sur un site extranet, donc voilà, cette plateforme-là, activitépartielle.emploi.gouv.fr, et vous avez cette interface qui vous permet d'accéder au formulaire de création de compte. Vous avez un numéro vert aussi pour aider les entreprises, mais bon, sachez qu'il faut s'armer de patience pour obtenir effectivement que quelqu'un décroche. Alors, pour accéder à votre formulaire de création de compte, il va falloir cliquer sur « Créer mon espace ». Vous allez devoir indiquer votre numéro de SIRET, hein, puisque là, c'est par demande pour l'instant, et vous allez devoir recopier le cryptogramme de contrôle de sécurité et ensuite valider. Dans le formulaire de la demande de création de compte, vous allez devoir renseigner différents éléments, à savoir la dénomination de votre établissement, l'adresse, le mail, etc. Alors bon, on vous précise que vous ne pouvez pas copier-coller les adresses mail, il faut vraiment les recopier intégralement. Comment se présente le formulaire? Voilà. Alors, vous avez effectivement ce formulaire. Alors, vous avez les informations d'établissement à remplir. Ensuite, vous avez le compte utilisateur à créer. Et lorsque vous avez fait rempli, on vous dit, voilà, vous appuyez sur le bouton envoyer. Alors, soit votre demande de création de compte a bien fonctionné et alors vous allez recevoir 3 mails de l'agence spéciale de paiement qui vous enverra un mail avec votre identifiant de connexion, un second mail avec votre mot de passe et un troisième mail avec la confirmation de la création de votre habilitation. Et si ça n'a pas fonctionné, c'est que vous avez oublié de cocher une case. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au regard du contexte Covid-19, l'administration met maintenant peut-être moins, mais vraiment dans les premiers temps, elle mettait quand même 1 semaine pour vous adresser les logins et mots de passe. Hein. Donc, on a créé le compte. Maintenant, on va saisir la demande d'activité partielle, d'autorisation d'activité partielle. Alors, la demande va préciser les motifs qui justifient le recours à l'activité partielle, la période prévisible de sous-activité, le nombre de salariés concernés au total et le nombre d'heures chômées prévisionnelles au global. Hein. Voilà, vous avez votre nombre de salariés concernés. Vous allez devoir étudier pour chacun des salariés concernés le nombre d'heures chômées prévisionnelles et vous allez faire le cumul de toutes ces heures pour les indiquer. Alors, le conseil qu'on vous donne, c'est attention, ce n'est pas toujours facile d'anticiper les demandes d'activité et la baisse d'activité. Donc, ne soyez pas court au niveau du nombre de salariés et au niveau du nombre d'heures. Mettez peut-être plus que prévu. De toute façon, il vaut mieux mettre plus que moins parce que si vous mettez moins et qu'ensuite, quand vous allez devoir faire votre demande d'indemnisation et vous serez trop court au niveau de vos heures, ça va être compliqué pour vous. Donc, il vaut mieux mettre plus d'heures prévues et plus de salariés concernés. Notamment, bon, on le verra, on en dira peut-être un petit mot tout à l'heure, parce qu'au 1er mai, vous savez que les salariés qui sont vulnérables, qui sont actuellement en arrêt maladie ou pour les salariés qui gardent leur enfant de moins de 16 ans, vont basculer au 1er mai dans ce dispositif-là. Donc, quand vous avez fait votre demande pour le mois de mars, pardon, ou le mois d'avril, vous ne les avez pas comptabilisés. Donc, alors que pour le mois de mai, ils vont être comptabilisés. Alors que la demande, vous l'avez faite qu'une seule fois, puisqu'elle va tenir sur une. Alors, comment? Voilà, pour créer votre demande d'activité partielle, vous pouvez le faire via le menu, demande d'autorisation préalable, via la page d'accueil, ou si vous en avez fait déjà d'autres, via l'écran de recherche d'une déclaration activité partielle et vous créez une nouvelle demande. Alors, la demande d'autorisation, elle se fait en 5 étapes. Hein. Vous voyez, donc vous avez donc tout ce qui concerne l'établissement, les motifs et mesures, l'information sur l'activité partielle, l'espace documentaire et le récapitulatif.
Alors, concrètement, voilà le formulaire. Donc, on vous indique un numéro de DAP qui vous est attribué et vous avez le statut provisoire. Et vous verrez qu'ensuite, le statut, dès lors que vous aurez finalisé votre demande, le statut changera pour passer en cours d'instruction. Donc là, vous voyez les informations sur l'établissement. Ensuite, les effectifs, le nombre de salariés en personne physique et le nombre de salariés en équivalent temps plein et la date de journée de solidarité dans l'établissement. Cette information est importante et Franck vous expliquera pourquoi tout à l'heure. Vous devez indiquer aussi les coordonnées de votre OPCO, donc organisme de formation. Ensuite, la personne à contacter. Vous devez indiquer les références de votre RIB parce que pour votre indemnisation, ce sera fait par le biais d'un virement. Alors, on arrive aux motifs de recours à la mise en activité partielle. Donc, vous voyez, par rapport aux motifs que je vous ai indiqués tout à l'heure, ils sont là. Donc là, nous allons cocher la case « Haute circonstances exceptionnelles ». Et quand vous avez coché cette case, vous voyez qu'effectivement, vous avez des sous-motifs qui apparaissent, et notamment l'avant-dernier qui est le coronavirus. Donc, c'est celui-là qui nous intéresse. Vous avez un encadré qui vous demande effectivement d'expliquer les circonstances et motifs de la mise en activité partielle de votre établissement. Bon, sachez que cet encadré ne suffira pas, donc il faut plutôt joindre une note économique et vous la joindrez en pièce jointe. Alors, information qui est importante aussi, concernant les mesures qui sont mises en œuvre pour pallier le recours à l'activité partielle, c'est important. L'administration va regarder si effectivement, quelles sont les mesures que vous avez mises en place pour justement limiter le recours à l'activité partielle. Et il est important que, au niveau que vous mettiez quand même attribution de congés payés ou prise de jours RTT pour montrer à la directe que vous avez mis en place des mesures pour limiter le chômage partiel, enfin l'indemnisation du chômage partiel au sein de votre entreprise. Alors, vous allez devoir décrire la sous-activité, soit il s'agit d'une réduction d'activité ou d'une suspension, soit effectivement si votre établissement est fermé en totalité ou en partie. Alors, voilà, description de votre demande d'activité partielle. Les choses deviennent intéressantes à ce niveau-là. Donc, la période prévisionnelle de l'activité partielle. Donc, on vous demande la date de début. Donc, ça va être la mi-mars, généralement pour la majorité des entreprises, et la date de fin. Date de fin, c'est important. Donc, quand vous allez cliquer sur cette case-là, vous allez avoir la date du 30 juin 2020 qui apparaît. À défaut, c'est cette date-là. Donc, vous allez pouvoir la modifier. Alors, on ne vous conseille pas de la modifier en la raccourcissant. Il vaut mieux, comme vous avez vu que le délai de 6 mois est passé à 12 mois, il vaut mieux la faire peut-être soit vous vous cantonnez au 30 juin, soit en fonction des prévisions de réduction d'activité, vous la mettez à une date plus éloignée. Vous allez avoir à indiquer le nombre de salariés concernés par l'activité partielle dans votre établissement et le nombre d'heures totales demandées pour la totalité des salariés. Donc, c'est ce que je vous disais. Attention, là, réfléchissez bien quand vous mettez le nombre, parce que là, c'est sur toute la période demandée. Donc, admettons que vous avez demandé pour mars, donc il faut calculer de mars. Et si vous avez demandé jusqu'à fin juin, jusqu'à fin juin. Et ce n'est pas mensuel, c'est sur la totalité de la période. Et là, vous avez effectivement donc l'avis du CSE. Si vous avez demandé l'avis du CSE, vous l'avez déjà, il n'y a aucun souci. Vous pourrez indiquer s'il est favorable ou défavorable. Ou si vous n'avez pas de CSE, ce sera simple, c'est sans objet. Si vous avez un CSE et que vous avez fait la demande avant de recueillir l'avis du CSE, vous pouvez le faire puisque la loi vous dit que vous avez 2 mois pour transmettre l'avis à la directe. Donc ça, vous le ferez dans un second temps. Et les engagements, donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est si l'entreprise a déjà été placée dans le passé, dans les 36 derniers mois, en activité partielle, elle doit effectivement répondre dans cet encadré-là. Si vous avez joint des documents, vous avez la liste des documents qui apparaît. Et ici, par exemple, alors on vous dit bien que dans un objectif d'amélioration de performance de l'extranet, l'aspect à l'espace documentaire est suspendu et que les entreprises peuvent continuer à mener leurs opérations et les pièces pourront être déposées ultérieurement, notamment l'avis du CSE, puisque vous avez 2 mois pour le déposer à compter de la demande. Ensuite, le formulaire est rempli, donc vous voyez comment il apparaît. Vous avez donc là, par exemple, la période prévisionnelle. Donc là, en l'occurrence, dans cet exemple, c'était du 18 mars au 30 juin.
là, on n'avait qu'un seul salarié. Donc, vous voyez que le nombre total d'heures demandées sur la période, c'était 518 heures. Et les mesures que l'entreprise indique mettre en œuvre pour limiter le recours, c'est l'attribution de congés payés. Et là, ensuite, effectivement, vous voyez envoyé à l'unité départementale. Alors, bien entendu, vous devez cocher les 2 cases, sinon, effectivement, vous n'avez pas ça ne marchera pas. Alors, ensuite, voilà, donc là, quand vous cochez, effectivement, vous avez encore comment dire, la mise à jour n'a pas été faite sur l'intégralité du formulaire, mais, parce que là, vous voyez le délai de 15 jours, mais quand vous allez l'envoyer, vous allez avoir le délai de 48 heures qui va être indiqué. Alors, quand vous avez finalisé de remplir votre formulaire, on vous pose la question suivante. Êtes-vous certain de bien vouloir envoyer la demande d'autorisation préalable à l'unité départementale? Aucune modification ultérieure ne sera possible, si ce n'est en contactant votre unité départementale. Tout simplement, pourquoi? C'est que dès lors que vous allez cocher oui, si vous vous aperçu que vous êtes trompé dans le nombre d'heures chômées ou dans le nombre de salariés, vous n'allez pas pouvoir revenir en arrière. Il va falloir contacter l'unité départementale, donc la directe, pour invalider votre demande et vous permettre d'en refaire une autre. Donc, vous voyez, c'est compliqué quand même. Donc, c'est pour ça, prenez le temps de bien remplir votre formulaire. Et donc, dès que là, j'ai coché oui, on me dit que ma demande d'autorisation a bien été envoyée à l'unité territoriale. Et là, vous voyez que mon statut de provisoire est passé en attente d'instruction. Et vous pouvez télécharger cette déclaration qui se présente de la manière suivante. Voilà, bon, hop, ça récapitule toutes les encarts que vous avez cochés. Alors, voilà, quand vous avez envoyé cette demande, vous avez un mail qui vous est envoyé, donc qui vous dit que votre demande est en cours d'instruction et qui vous dit bien que, passé le délai de 2 jours et sans réponse de l'administration, votre demande sera réputée accordée. Ensuite, vous avez donc une notification de décision tacite d'autorisation qui vous dit que votre demande est accordée et on vous récapitule effectivement quelle est la période, le nombre d'heures maximum autorisé sur la période. Et on vous donne un code pour vous permettre effectivement ensuite d'aller, chaque fin de mois, d'aller faire vos demandes d'indemnisation. Et voilà, et on vous dit effectivement, alors, bon là ce sont des acceptations d'assiette et on vous met éventuellement les voies de recours dont vous disposez. Alors, en synthèse, on vous récapitule ici tout ce qui concernait le dispositif antérieur et le dispositif dérogatoire, c'est ce qu'on vient de dire. Donc, en ce qui concerne la demande d'autorisation préalable, l'avis du CSE, la durée maximale de demande d'autorisation préalable et la naissance de la décision implicite d'acceptation, donc le délai de 15 jours qui passe à 48 heures. Alors, concernant, donc, on a vu la mise en œuvre du dispositif, le mode d'emploi, le remboursement des indemnités. Donc, on a fait les demandes. À chaque échéance, je vais aller sur le site pour obtenir mon remboursement des indemnités dont j'ai fait l'avance auprès de mes salariés. Donc, on se connecte toujours sur le même site et on va devoir renseigner pour chaque salarié concerné le nombre d'heures hebdomadaires. Donc, on va renseigner par semaine le nombre d'heures chômées et le nombre d'heures travaillées. Le paiement, il est effectué par l'agence de services et de paiement et le délai moyen est de 12 jours. Bon, vu le volume d'entreprise, le délai de 10 jours est fortement rallongé. Alors, le financement des allocations d'activité partielle, il est financé à hauteur d'un tiers par l'UNEDIC et les 2 tiers qui sont financés par l'État. Et chaque trimestre, c'est l'UNEDIC qui effectue un versement à l'ASP qui, elle, ensuite reverse les sommes auprès des employeurs. Et on nous dit qu'effectivement, en fonction de la conjoncture économique et des circonstances, l'enveloppe allouée au financement de l'activité partielle évolue. Et vous voyez bien que par rapport à ce que le ministère avait provisionné, donc les 8,5 milliards, on en est déjà à 24 milliards.
Alors, en pratique, je veux créer ma demande d'indemnisation. Donc, je vais sur le site, comme je vous le disais, et j'ai la possibilité de créer une demande d'indemnisation en passant par créer une demande d'indemnisation, ou bien, si je l'ai déjà fait le mois précédent, je crée une nouvelle demande. Donc, je vais renseigner le code alphanumérique que j'ai reçu par mail, hein, et je vais indiquer le mois et l'année concernée. Alors, vous ne pouvez pas être à cheval sur 2 mois. Si vous êtes à cheval sur 2 mois, vous devez faire effectivement donc la première partie sur le premier mois et faire dès lors que le mois d'après sera échu, vous ferez l'autre demande. Alors, j'aurais renseigné pour chaque salarié les noms, prénoms, le numéro de sécurité sociale, la durée contractuelle du travail. Et là, vous voyez que dans cet exemple, j'avais demandé à bénéficier du dispositif d'activité partielle à compter du 18 mars. Donc, vous voyez qu'effectivement, les semaines précédentes sont grisées parce qu'elles ne sont pas concernées. Et là, vous voyez effectivement, il y a une colonne heures travaillées, une colonne heures chômées, et je dois indiquer le nombre d'heures travaillées et le nombre d'heures chômées pour chaque semaine, du mois de mars en l'occurrence. Et ensuite, j'aurais indiqué mon taux horaire, donc on le verra après tout à l'heure, mon taux horaire, et ensuite le logiciel va calculer automatiquement le montant à indemniser à l'entreprise. Et par rapport au nombre d'heures que j'aurais mis, le nombre d'heures maximales que j'aurais mis, vous verrez que le nombre d'heures maximales diminue en fonction du nombre d'heures chômées demandées pour chaque salarié. Alors normalement, vous faites des lignes, effectivement pour chaque salarié, mais bien entendu, dès lors que votre effectif est important, vous avez la possibilité d'importer un fichier en masse, donc un fichier XML. Et voilà, et vous cliquez sur le bouton importer des heures pour effectuer l'import des heures. Et bien entendu, le tri des salariés se fera automatiquement. Donc, dès lors que votre demande est finalisée, vous l'enregistrez et vous pouvez l'envoyer à l'unité départementale. Alors, comme tout à l'heure, hein, par rapport à la demande d'autorisation, elle était du statut provisoire, elle va passer en cours d'instruction. Et idem que pour tout à l'heure, à savoir que si vous vous êtes trompé, vous n'allez pas pouvoir revenir en arrière, il va falloir demander à l'unité départementale d'invalider votre demande d'indemnisation pour repasser au statut de provisoire. Donc, c'est pour ça, prenez le temps de bien le faire parce que vous allez avoir du mal à joindre l'unité départementale pour demander l'invalidation. Donc, il vaut mieux prendre le temps de faire ces demandes patiemment et sûrement avant de cliquer sur le bouton envoyer parce que vous savez que voilà, si vous constatez une erreur, vous allez devoir tout refaire et ça prendra un certain temps. Donc, voilà pour la partie mode d'emploi, etc. Donc là, je vais laisser Franck prendre la main sur cette partie-là. Merci Farida. Donc l'indemnisation, on va en voir ce sujet sur trois principes. Le premier, c'est quelles sont les heures qui sont éligibles au dispositif d'activité partielle. Le second, comment l'État va indemniser l'entreprise pour cette activité partielle. Et enfin, le plus gros morceau, c'est comment l'employeur va indemniser toute la partie activité partielle pour son salarié. Donc, quelles sont les heures éligibles au dispositif? Eh bien là, si on revient donc au principe de base de l'activité partielle, c'est toutes les heures indemnisables qui sont perdues en fait en deçà de la durée légale du travail, à savoir du coup 35 heures. Bien entendu, les salariés qui seraient à temps partiel en deçà donc de l'horaire légal, c'est l'horaire contractuel qui serait pris en compte dans ce cas-là. Exemple, je suis dans une entreprise où on applique un horaire collectif à 39 heures. Je ferme 2 jours par semaine au titre de l'activité partielle, donc soit 15 heures par semaine d'activité partielle. Donc, ce qui va se passer, c'est que d'un point de vue du salarié, il va travailler que 24 heures, à savoir 39 heures moins les 15 heures d'activité partielle.
Et au niveau de l'indemnisation au titre de l'activité partielle, on ne prendrait que 35 heures moins 24 heures, à savoir donc 11 heures. Donc ça, on est sur la règle de base hein, qui reste un socle applicable et néanmoins, il y a des exceptions qui apparaissent. Il y a les horaires qui seraient réalisés au-delà de 35 heures par semaine par accord collectif. Donc jusqu'à maintenant, pas de maintien du paiement de ces heures de salaire et pas de possibilité pour l'employeur de percevoir l'allocation. On va voir qu'il y a des choses qui ont évolué, notamment en fin de semaine dernière sur ce sujet. Les salariés en forfait heure et forfait jour qui jusqu'à maintenant étaient exclus du dispositif d'activité partielle dans le cadre du Covid-19 entrent dans le dispositif et le décret du 17 avril a précisé du coup la conversion de journée et demi-journée par rapport à l'unité heure qui est l'unité de référence de l'activité partielle. Donc, un jour égale 7 heures, une demi-journée égale 3h30. Voilà, tout ça dans le respect d'une semaine à 35 heures. Enfin, le cas des salariés qui seraient en modulation ou en cycle sur plusieurs semaines. Donc, dans ce cas-là, il y a deux méthodes qui sont possibles. La première, c'est d'appliquer par rapport à l'horaire planifié réel du salarié et de calculer du coup les heures qui sont indemnisables selon ce critère. C'est une semaine où je dois faire 42 heures. Donc, je fais faire 35 heures parce que j'applique mon plafond, moins les heures réellement travaillées pour définir mes heures indemnisables. L'autre méthode, c'est de dire je calcule sur la base moyenne hebdomadaire de mon cycle, donc une semaine à 32, une semaine à 38, et hop, ça me fait une moyenne à 35 heures, et à partir de là, je calcule ma durée d'activité partielle de manière lissée. Voilà, dans tous les cas, là aussi, on restait avec le plafond de l'horaire légal de 35 heures. D'autres exceptions, donc les heures d'équivalence pour notamment le transport routier. Donc, pour ce cas-là, il y a eu, via le décret, la possibilité donc de se baser sur l'heure contractuelle d'équivalence, c'est-à-dire que le plafond à 35 heures ne s'applique plus pour prendre en compte l'horaire contractuel du salarié. Donc, si j'ai un salarié qui est soumis à une durée d'équivalence à 39 heures rémunérées, eh bien, du coup, mon seuil n'est plus 35 heures pour calculer les heures d'activité partielle, mais 39 heures. Et puis le secteur de l'hôtellerie-restauration pour lequel là aussi, on s'aligne sur la convention, la durée conventionnelle qui est à 39 heures. Au niveau de l'indemnisation entreprise, donc que va indemniser l'État à l'entreprise? Eh bien, désormais, ce qui se passe, c'est qu'on reste toujours avec les 70% de l'horaire de rémunération brute du salarié. Néanmoins, on a élargi une limite à 4,5 SMIC, ce qui amène à 31,98 € l'heure si on applique les 70%. Et on a appliqué aussi un minima qui est à 8,03 € de l'heure. Et entre ces deux fourchettes, l'intégralité est prise en compte par l'État et donc à ce titre, zéro reste à charge pour l'entreprise. Ce que l'État ne prend pas en charge, donc c'est les indemnités qui sont au-delà de 4,5 SMIC. Donc tout ce qui est au-delà de 31,98 € de l'heure est à la charge de l'employeur. La partie des indemnités qui dépasserait les 70% de la rémunération horaire, qui reste là aussi à charge. Pour les salariés qui seraient en formation, dont l'accord de formation a été donné après le 28 mars, donc là, ce qui se passe, c'est que le delta entre les 70 et 100% sont là aussi à la charge de l'employeur. Et puis enfin, toutes les heures qui seraient non réalisées, donc chômées, au-delà du seuil annuel des 1607 heures dont a parlé Farida tout à l'heure. Cette allocation, elle est payée par l'agence de service de paiement auprès duquel on va déclarer les heures chômées et le remboursement se fait dans un délai moyen de 12 jours.
L'indemnisation de l'entreprise pour le salarié maintenant. Donc, comment se passe l'obligation de l'employeur vis-à-vis du salarié? Il va rémunérer 70% de la rémunération brute par heure chômée, ce qui représente approximativement 84% du salaire net du salarié. Pour les salariés qui sont rémunérés au SMIC, la rémunération, l'indemnité va être portée à 100% de la rémunération brute. On appliquera un taux minimal de 8,03 € par heure chômée en tout état de cause. Le salarié à temps partiel se verra appliquer un taux SMIC au minimum. Alors, modulo les salariés en alternance qui se verraient appliquer un pourcentage. Et puis pour les salariés qui seraient en formation mais avec un avis avec un accord de l'entreprise qui est antérieur à l'ordonnance du 27 mars, eux se verraient appliquer les 100% de la rémunération nette antérieure. Spécificité du coup liée à la convention de la métallurgie, donc par un accord de branche du 28 juillet 98, qui prévoit que pour les salariés en forfait jour ou pour les salariés sans référence horaire, la rémunération ne peut être inférieure à 100%. Par conséquent, il y a une obligation pour l'employeur de maintenir la rémunération à 100%. Donc, bien entendu, du point de vue de l'État, on reste aux 70%. Le delta entre les 70 et 100% dans ces cas-là reste à la charge de l'entreprise. Néanmoins, on bénéficie du principe d'exonération de cotisation sur cette tranche de 30% complémentaire. Du point de vue du secteur de l'automobile, donc, eh bien, on répercute le même fonctionnement pour les salariés en forfait jour et les salariés sans référence horaire, à savoir que le salaire est maintenu à 100% du salaire net en période d'activité partielle. Donc, en fait, on est aligné sur le même fonctionnement qu'on a vu précédemment pour la convention de la métallurgie. Comment est calculé le taux d'indemnisation? Donc, en fait, via le document de questions-réponses, l'État a décrit précisément la manière dont on doit calculer le taux horaire brut. Et en fait, il décline le calcul selon 3 règles. D'abord, il calcule un taux horaire de base qui prendrait en compte la rémunération mensuelle classique qui sert de base avec les éventuelles majorations qui sont prévues contractuellement pour le salarié, hors heures supplémentaires et leur majoration. On va revenir dessus parce que depuis l'ordonnance de la semaine dernière, il est désormais prévu que les heures supplémentaires structurelles soient indemnisées pour le salarié. Du point de vue, un deuxième taux, donc le taux horaire des primes mensuelles calculées en fonction du temps de présence. Donc là, globalement, on arrive sur des primes mensuelles qui sont liées à la production et pour lequel il faut reconstituer la prime qu'aurait eu le salarié au niveau d'une présence complète pour le prendre en compte dans le calcul du taux. Alors, ce qui est préconisé, c'est de prendre du coup la valeur de ce qui a été versé le mois précédent l'arrêt. Et puis enfin, il y a tous les éléments de rémunération variable qui là ne sont pas versés à périodicité mensuelle et pour lequel la préconisation est simple, c'est que globalement, il faut prendre la valeur qui a été versée sur les 12 mois précédents pour en faire une valeur mensuelle qu'on rapportera à la valeur horaire. Donc, en tout état de cause, jusqu'à la semaine dernière, n'étaient pas pris en compte les heures supplémentaires et la majoration. Et dans le taux, on ne tient toujours pas compte de ces éléments-là, puisque c'est les heures qu'on va aller indemniser, en attendant d'avoir des précisions dans l'application de cette règle. Au niveau des jours, certains fonctionnements un petit peu contraires à l'activité partielle ou pas. Donc, quand il y a sur la période d'activité partielle un jour férié chômé,
c'est ce statut de jour férié chômé qui prédomine et à ce titre, il n'entraîne pas de perte de rémunération et donc est maintenu à 100%. Donc, il n'entraîne pas d'heures de réduction activité partielle et de paiement et d'allocation d'activité partielle. Par contre, si le jour férié était un jour travaillé sur la période d'activité partielle, donc dans ce cas-là, il rentre dans le dispositif de l'activité partielle et se voit appliquer les règles d'absence et de proratisation pour la journée. On parlait tout à l'heure de la journée de solidarité qui est demandée au niveau de l'inscription. Alors, on est sur un cas tout à fait atypique puisque la journée de solidarité n'est pas une journée de travail. Donc, à ce titre, elle n'ouvre pas droit à de l'activité partielle puisque non rémunérée. Donc, deux cas se présentent, mais globalement, ce qui est préconisé, ce serait dans la mesure du possible de faire sans la journée de solidarité et de prévoir, si jamais cette journée de solidarité est positionnée sur une période d'activité partielle, de prévoir une possibilité de compensation par retrait d'une journée, par exemple. Ce qui veut dire forcément de négocier. Les arrêts de travail, donc type sécurité sociale, en cas d'activité partielle. Donc, on a déjà deux cas. Le salarié est en arrêt maladie, puis l'entreprise passe en activité partielle. Dans ce cas, le salarié entrera dans le dispositif d'activité partielle le lendemain de son dernier jour d'arrêt. Donc, tant qu'il est en arrêt, on poursuit l'arrêt. Le second cas, c'est que l'entreprise est entrée en activité partielle, puis le salarié tombe en arrêt maladie. Donc, dès lors qu'il entre en maladie, le salarié sort du premier au dernier jour de son arrêt maladie du dispositif d'activité partielle. Donc, c'est la maladie qui prévaut. Après, comment ça se passe au niveau du complément de salaire maladie quand on est en cas d'activité partielle? Eh bien, ce qui est prévu, c'est que le salarié ne gagne pas plus en étant arrêté que s'il n'avait pas été malade. Et donc, on va tenir compte de ce qu'il aurait perçu en étant en activité partielle sur cette période pour déclencher son complément de salaire afin qu'il ne gagne pas plus que ses collègues qui, eux, sont dans le dispositif d'activité partielle. Donc, exemple, si on est dans le cas d'une convention qui prévoit une indemnisation à 100%, un complément, eh bien, ce qu'on va faire, c'est que d'abord, on ne va pas tenir compte de l'absence maladie dans le cadre des heures d'activité partielle, tant dans l'absence que dans l'indemnisation. Et puis, le complément maladie, eh bien, on va le valoriser afin de garantir qu'au niveau de son net à payer, le salarié ne gagne pas plus que ce qu'il aurait gagné en tant que s'il avait été en activité. Maintenant, quel est le régime social et fiscal de l'indemnisation d'activité partielle, qu'elle soit légale ou complémentaire, à savoir si la convention prévoit 100%, on rentre dans le même type de régime fiscal. Eh bien, elle prévoit que cette indemnité est exonérée de cotisations salariales et patronales jusqu'au plafond de 3,15 SMIC brut, donc qui correspond en fait au 4,5 SMIC fois 70%. Le différentiel étant désormais assujetti à cotisation normalement. Alors ça, c'est ce qui est sorti dans l'ordonnance de la semaine dernière, puisque jusqu'à maintenant, il n'y avait pas cette application d'un plafond. Ces indemnités sont non soumises à taxe sur les salaires et elles sont assujetties à la CSG sur revenu de remplacement, donc pour toujours dans la même limite d'être 21,98 € et non pas 88 à l'heure. On va appliquer du coup l'abattement pour frais professionnels de 1,75% sur la base de CSG CRDS. Et puis, on va voir après que par un jeu d'écrêtement de cotisation ou de rémunération mensuelle, tout va être fait pour que le montant inférieur du salarié ne puisse pas être inférieur au SMIC. Alors après, on va rentrer dans les différents jeux. Alors, juste du point de vue des applications encore de cotisation, pour les salariés qui sont
soumis au régime d'Alsace-Moselle, on continue de cotiser pour la cotisation maladie à 1,5%. Les salariés qui sont non résidents fiscaux en France, là aussi, on cotise à la cotisation maladie à 2,80. Pour les salariés qui, du coup, ne sont pas en activité partielle totalement sur tout le mois, c'est-à-dire qui ont de l'activité déclenchée, alors la partie d'activité partielle va venir prorater le plafond de sécurité sociale appliqué selon deux règles. C'est une journée de fermeture complète, eh bien, on va appliquer le prorata selon la règle des jours d'absence, ou c'est par une activité partielle par réduction horaire, et dans quel cas on va appliquer la même règle de proratisation que celle qu'on applique pour les salariés à temps partiel, c'est-à-dire selon l'horaire. Enfin, pour les salariés qui donc sont soumis à cotisation maladie ou à tout type de cotisation d'ailleurs, dès lors qu'ils sont absents tout le mois, est-ce qu'on peut appliquer une déduction forfaitaire spécifique? Alors là, il n'y a pas de texte précis sur le sujet, rien n'est bien écrit. Néanmoins, la cause prévoit qu'en cas de maladie sur tout un mois, on ne puisse pas appliquer la déduction forfaitaire. Donc nous, on vous préconiserait de ne pas l'appliquer. Et si toutefois vous souhaitiez maintenir le dispositif, on vous préconiserait de faire un rescrit auprès de l'URSSAF pour vous faire valider que vous pouvez appliquer cette règle. Donc, quand on applique la CSG-CRDS et avec les indemnités d'activité partielle, on ne peut se retrouver en dessous d'un SMIC brut, donc des 1539. Donc, comment on va faire dans ce cas-là? C'est qu'on va venir ponctionner pour se rapprocher au plus près de cette valeur. On va venir prélever sur les montants de CSG déductibles dans un premier temps, non déductibles et CRDS, afin de se rapprocher, voire atteindre le SMIC brut. Donc, globalement, on a fait un petit exemple derrière pour illustrer le fonctionnement. Voilà, donc on a un SMIC brut mensuel qui est à temps plein à 1539,42 €. On a une rémunération nette du salarié pour sa partie d'activité, donc pour sa partie travaillée, qui est à 950 €. Et puis ce salarié, il a une indemnité d'activité partielle de 600 €. Donc on va calculer ces CSG, CRDS, donc en appliquant les 98,25 sur l'assiette, pardon. Et puis on va arriver à un total de CSG, CRDS à 39,50 €. Ce qui nous amène à une indemnité d'activité partielle nette de 600 € moins 39,50, c'est-à-dire 660,50 €. Quand on l'ajoute à la rémunération nette du travail, donc aux 950, on arrive à 1510,50 €. Et là, on voit que du coup, on est en deçà du SMIC brut mensuel. Il nous manque en effet 28,92 € pour atteindre le SMIC brut mensuel. Donc, comment on va faire pour pouvoir se rapprocher ou atteindre le SMIC brut mensuel? Eh bien, on va aller récupérer les 22,40 € de CSG déductible. On va aller récupérer le solde, donc entre les 28,92 € qui nous manquent et les 22,40 € déjà récupérés sur la CSG non déductible. Et puis, le reste, on le laisse. Alors, il faut savoir que si on avait eu 45 € par exemple de manque, eh bien, on aurait été prélevé l'intégralité des cotisations. Donc malgré ça, pour les salariés qui sont dans des rémunérations au plus proche du SMIC, on a un deuxième système qui se met en place, c'est la rémunération mensuelle minimale, qui, elle, prévoit que la rémunération nette versée, donc tant revenu d'activité qu'indemnité nette d'activité partielle, soit un minima égal au SMIC net mensuel, donc pour un salarié temps plein, c'est-à-dire 1218,60 € si on prend le temps plein, exactement. Donc, comment on va calculer ça? Eh bien, en fait, on va jouer par un jeu de soustraction entre le net précédemment calculé et la rémunération mensuelle nette, et puis on va aller déclencher une allocation complémentaire qui va être égale à ce différentiel. Cette allocation complémentaire, elle va être soumise au même régime social et fiscal que l'indemnité d'activité partielle, mais attention parce que
cette rémunération mensuelle, elle se déclenche après l'écrêtement de CSG-CRDS. Donc, logiquement, on n'a plus de CSG-CRDS. Donc, c'est-à-dire que elle va se déclencher le brut égale le net. Voilà. Et cette allocation complémentaire, elle est à la charge de l'employeur. C'est-à-dire qu'elle ne sera pas remboursée. Petite illustration, du coup. Donc, on rappelle hein, le SMIC mensuel brut de 1539,42. Donc, le salarié a 839 € de salaire brut auquel on applique un prélèvement à 20,85% de cotisation, qui est le taux moyen retenu pour 2020, ce qui nous amène à une rémunération d'activité nette de 664,61 €. On a une indemnité d'activité partielle donc qui est à 497,35. Là, plus de cotisation parce que on a déjà appliqué le jeu de l'écrêtement de la CSG-CRDS, ce qui nous amène du coup à 1161,96 € de revenus nets. Donc si on laisse les choses telles quelles, on est en deçà de la rémunération mensuelle minimale qu'on doit garantir. Donc on va aller verser une allocation complémentaire de 56,64 €, soit la différence entre les 1218,60 et les 1161,96 qu'il aurait eu sans application de ce mécanisme. Par la suite, du coup, on a fait le jeu de faire un bulletin d'activité partielle pour qu'on puisse visualiser les impacts sur le bulletin. Donc, dans le cas présent, on est sur le cas d'une entreprise qui est à 40% d'activité partielle avec 2 jours de fermeture chaque semaine. Donc, ce qu'on voit, c'est que globalement, l'absence, elle est valorisée donc aux 8 jours de fermeture valorisée à 7 heures pour un taux de 20 €. On applique une indemnité qui est à 70% au niveau de l'indemnité d'activité partielle. On va dire que ce salarié est maintenu à 100%, donc on va déclencher un complément d'activité partielle. Alors là, on a mis 6 € pour que ce soit plus simple dans nos calculs, mais globalement, cette rubrique de complément d'activité partielle, elle correspond aussi pour garantir les 100% nets. Donc, c'est-à-dire que ça ne peut pas être 6 € puisqu'il y a une application de charges à réaliser pour qu'ils puissent en bénéficier. Donc, ça ne ferait pas 100% brut en fait, hein, c'est bien 100% net. Qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'au niveau du brut qui est à 3033,40, on voit une différence par rapport à la base de cotisation qui est utilisée et que cette base, elle correspond à l'indemnité d'activité partielle, c'est-à-dire les 784 €, et au complément d'activité partielle de 336 €, puisque ces deux sommes sont exonérées et sont soumises au régime de l'activité partielle. Par contre, quand on va aller du coup au niveau de la CSG, donc là on va voir que les lignes de CSG déductibles se sont doublées. D'abord, une CSG déductible et CRDS telle que vous l'avez habituellement pour les revenus d'activité, donc pour lequel on applique toujours la même règle avec l'abattement et la prise en compte des parts patronales de mutuelles. Et puis, à contrario, on voit qu'il y a aussi une ligne qui est spécifique à l'activité partielle, qui correspond donc au taux de revenus de remplacement, et pour lequel, là, on prend en compte donc toujours les deux mêmes rubriques d'indemnité et de complément activité partielle, auxquelles on applique les 98,25% pour définir la base, 1100,40 € dans le cas présent. Et puis enfin, ce qu'on va constater sur ce bulletin, c'est qu'au niveau du net fiscal, hein, l'indemnité d'activité partielle et le complément d'activité partielle, ils sont bien intégrés dans le net fiscal et du coup, ils sont bien intégrés aussi dans la base de prélèvement à la source. On a fait un deuxième exemple, alors non, pardon, c'est la suite. Donc, juste pour rappeler que dans le cadre présent, seule l'indemnité d'activité partielle était remboursée par l'État et est toujours remboursée par l'État. Alors on verra que avec le décret de la semaine dernière, désormais, on va prendre aussi le complément, mais par contre, on va appliquer. Non, je me mélange, pardon, ça c'est pour l'exonération. Donc, on n'est remboursé par l'État que les 70%. Excusez-moi. On peut poursuivre du coup.
Formalisation du bulletin. Donc là, c'est le cas d'un salarié qui est en activité partielle alors qu'il a pris des congés payés sur la période et qu'il y a aussi un jour férié chômé. Et donc, en fait, ce qu'on fait ressortir sur cet exemple-là, c'est que globalement, l'absence congé payé, elle est traitée à l'identique de ce qu'elle était traitée habituellement. Le jour férié aussi. Donc, les congés payés, le jour férié sont indemnisés à 100% de ce qu'il aurait été autrement. Et du coup, ne passe en activité partielle que les heures restantes, hormis ces 35 heures de congés payés et ces 7 heures de jour férié, soit 112 heures pour le mois en question. Après, d'un point de vue déclaration, comment ça se passe? Donc, l'ADSN va attendre, du point de vue de l'URSSAF, des CTP bien spécifiques pour la CSG-CRDS dédiée à l'activité partielle. Pour la partie écrêtement, que l'écrêtement se fasse sur la CSG ou sur la maladie des non-résidents fiscaux. Et puis, bien entendu, la maladie Alsace-Moselle si on est concerné, ou des non-résidents fiscaux aussi. Au niveau individuel, comment on va déclarer les choses? Alors d'abord, on va maintenir l'horaire contractuel du collaborateur dans le bloc 40, c'est-à-dire que l'activité partielle ne remet pas en cause l'horaire contractuel du salarié. On va aller renseigner une rubrique 40.078 pour indiquer que le salarié est en activité partielle. Après, au niveau des blocs de paiement, donc les blocs 51, là, on va attendre un code 019 qu'on va relier du coup avec le nombre d'heures d'activité partielle et le montant de l'activité partielle. Alors attention, dans le montant de l'indemnité d'activité partielle, on va y mentionner le montant qui sera remboursé par l'État. Et ce qui est d'ores et déjà annoncé, c'est que ce montant déclaré servira à réconciliation par rapport à ce qui est demandé à l'ASP pour s'assurer qu'on soit en cohérence. Donc, ça aura valeur de contrôle. Après, au niveau de l'activité en DSN, on va déclarer du coup de l'inactivité pour les périodes d'absence non rémunérée, donc les périodes d'activité partielle chômée. Et puis, on va déclarer aussi un bloc suspension avec un code 602 en indiquant toujours pour chacun de ces blocs les dates de début et de fin de la période d'activité partielle. Et pour enfin percevoir l'allocation par l'ASP, cette DSN ne suffira pas. Il faudra faire la démarche de se connecter sur le site prévu à cet effet et de faire la demande d'indemnisation. Alors à noter que la demande d'indemnisation, bien sûr, peut être faite en masse puisque l'ASME met à disposition un format de fichier pour intégration en masse. Enfin, du point de vue des bulletins de paye, il est prévu, il y a une petite évolution, c'est-à-dire que les mentions suivantes sont attendues sur le bulletin de paye: le nombre d'heures chômées, le taux appliqué à l'indemnité versée aux salariés, ainsi que le montant de l'indemnité versée aux salariés. Donc ça, ce que prévoit, c'est que ça figure sur le bulletin et que néanmoins, comme c'est quelque chose qui a été mis en place via le décret du 25 mars et qui n'est pas forcément facile à mettre en place du point de vue des logiciels, le décret prévoit une période transitoire de 12 mois pendant lesquels, si vous ne pouvez pas donner ces 3 informations sur votre bulletin de paye, vous puissiez remettre un document annexe qui fera figurer ces informations, tel que c'était le cas jusqu'à maintenant. Après, on voit qu'une rubrique avec nombre, taux, montant répond tout à fait à cette mention. Merci Franck. Alors, nous allons passer aux conséquences sur les contrats de travail par rapport au dispositif d'activité partielle. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les salariés qui sont placés en activité partielle voient leur contrat de travail suspendu et non pas rompu. Et point important, les salariés qui sont en activité partielle ne doivent pas être sur leur lieu de travail ni à disposition de leur employeur et ni être en télétravail. Ce point est important, vous verrez pourquoi. L'ordonnance du 27 mars 2020 précise concernant les salariés protégés, donc les représentants du personnel. De manière classique,
lorsque une entreprise envisageait de mettre en œuvre le dispositif d'activité partielle, elle devait solliciter l'accord des représentants du personnel pour qu'ils soient eux-mêmes mis en activité partielle. À titre dérogatoire, l'ordonnance du 27 mars 2020 indique que l'activité partielle s'impose aux salariés protégés sans que l'employeur n'ait à recueillir leur accord. Et attention, la condition est que l'activité partielle s'affecte à tous les salariés de l'entreprise, de l'établissement ou du service ou de l'atelier auquel est rattaché ou affecté le salarié protégé. Si ce n'est pas le cas, l'employeur doit solliciter son accord. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une modification des conditions de travail. Mais en l'occurrence, voilà, à titre dérogatoire, si effectivement vous êtes dans ce cadre-là, vous n'avez pas sollicité l'accord des représentants du personnel en l'occurrence. Alors, point important, la mise en chômage partiel donc des salariés n'est pas compatible avec le télétravail. Ça veut dire que dès lors que vous avez mis en activité partielle vos salariés, vous ne pouvez pas leur demander de télétravailler. Pourquoi? Tout simplement parce que dès la mise en place du dispositif d'activité partielle vers la mi-mars, de nombreux abus ont été remontés au ministère du Travail qui indiquaient que certains employeurs plaçaient leurs salariés en activité partielle et nonobstant ce dispositif, leur demandaient également de télétravailler. Donc, le ministère du Travail a voulu revenir sur ce dispositif en disant que si un employeur demande à un salarié qui est placé en activité partielle de télétravailler, il s'agit alors d'une fraude et de travail illégal. Et le ministère rappelle les sanctions qui sont encourues par les entreprises qui procéderaient ainsi. Les sanctions, c'est un remboursement intégral des sommes qui ont été perçues au titre du chômage partiel, les indemnités qui ont été allouées à l'entreprise, l'interdiction pour l'entreprise de bénéficier pendant une durée maximale de 5 ans d'aide publique en matière d'emploi ou de formation professionnelle, ça concerne également les allègements notamment la réduction FION, une peine d'emprisonnement qui pourrait aller jusqu'à 2 ans et 30 000 € d'amende. Et point important, c'est que le ministère du Travail invite les salariés et les représentants du personnel à signaler au direct tout manquement à cette règle. Donc voilà, les entreprises doivent être informées que si elles dérogent à la règle de mise en activité partielle en demandant à leurs salariés de télétravailler, elles s'exposent à des sanctions importantes. Alors, quels sont les impacts sur le contrat de travail, notamment en ce qui concerne les congés payés? Eh bien, tout ce qui concerne les périodes d'activité partielle, elles sont intégralement prises en compte pour l'acquisition des droits à congés payés. Il n'y a aucun impact. Concernant les droits à la retraite, lorsque un salarié est placé en activité partielle, il peut obtenir des points de retraite si 2 conditions sont réunies, à savoir qu'il est indemnisé par l'employeur et la durée chômée doit être d'au moins 60 heures dans l'année civile. Concernant les périodes d'activité partielle, pour un futur droit à l'allocation chômage, la période d'activité sera prise en compte pour ouvrir de futurs droits à l'allocation chômage, donc à raison de 5 jours travaillés par semaine civile ou 7 heures par jour. Donc, on prend en compte la période pour la durée. En revanche, concernant le calcul d'une future allocation chômage, les indemnités d'activité partielle, donc qui sont plus faibles que le salaire habituel, hors complément employeur, ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence qui est pris en compte pour le calcul du montant de l'allocation chômage. Donc, ce qui veut dire que lorsque je suis en activité partielle, on prendra en compte pour un futur droit à l'allocation chômage uniquement de la période d'activité partielle, mais au niveau du montant de l'indemnité, ça ne rentrera pas en compte pour le salaire de référence. Alors, le calcul de l'indemnité de congé payé va tenir compte des rémunérations que le salarié aurait perçues s'il n'avait pas été en activité partielle, c'est ce que je vous disais, il n'y a pas d'impact. Et concernant l'épargne salariale, idem, l'activité partielle n'impacte pas le calcul de l'épargne salariale. Alors, concernant les heures indemnisées au titre de l'activité partielle, bien entendu, elles ne sont pas prises en compte pour le calcul du nombre d'heures donnant lieu à attribution des majorations pour heures supplémentaires. Ce sont des heures chômées. Alors, les indemnités d'activité partielle, elles sont incluses dans l'assiette de calcul des primes assises sur le salaire réel, à savoir le 13e mois, la prime d'assiduité et la prime d'ancienneté qui est calculée sur les appointements réels du salarié. Et concernant les indemnités de rupture, la rémunération qui sert de calcul à ces indemnités, elle va être déterminée à partir de celle qu'aurait perçue le salarié s'il n'avait pas été en activité partielle. Et donc, les indemnitures, ça concerne les indemnités de licenciement, la mise à la retraite, etc. Et les journées de travail chômées ne sont pas prises en compte pour le calcul dans l'ancienneté au titre de la suspension.
Alors, concernant l'indemnité de préavis, hein, en cas d'inexécution totale ou partielle du préavis qui serait due à l'activité partielle, cette indemnité, elle sera calculée en référence à la durée habituelle du travail du salarié. Alors, concernant la prévoyance et les complémentaires santé, du point de vue URSSAF, il est prévu le maintien des prestations. Et la question est de savoir si l'indemnité partielle entre dans le champ d'application et oblige l'employeur à maintenir les garanties et le financement patronal des cotisations prévoyance et retraite supplémentaires. Alors, cette question n'était pas tranchée, puisque certains répondaient par la négative dans la mesure où l'indemnité n'a pas le caractère de salaire, mais il s'agit d'un revenu de remplacement qui n'est pas soumis à charge. La position avocat, c'est dans le cadre d'un contrat collectif et obligatoire, le régime doit être maintenu pour bénéficier de l'exonération, donc en raison du contrat collectif. Et l'employeur devrait maintenir aux salariés qui sont en indemnité d'activité partielle, donc le bénéfice des garanties. On a une circulaire du 24 mars 2011 qui répond également à cette question. Quid lorsqu'on est dans le cadre d'une période de suspension donnant lieu à indemnisation, est-ce qu'il y a maintien des prestations? Oui, la réponse est oui, puisqu'on nous dit qu'effectivement, les garanties sont maintenues. Alors, information importante, vous avez les professionnels du secteur qui se sont réunis et qui ont adressé un document unique le 8 avril dans lequel ils diffusent des consignes communes en matière de déclaration de cotisation de complémentaires santé, prévoyance et retraite supplémentaire. Alors, il nous indique que si des contrats de travail de salariés sont suspendus pour le motif d'activité partielle, au niveau de la DSN, les blocs 70 et 15 doivent continuer à être alimentés. Et ce, afin que les déclarations soient transmises à l'organisme complémentaire. Et donc, sauf indication contraire de l'organisme complémentaire, les assiettes habituelles qui servent au calcul des cotisations de la prévoyance, de la complémentaire santé et de la retraite supplémentaire doivent donc inclure les indemnités qui sont versées au titre de l'activité partielle, tout comme les allocations complémentaires d'activité partielle. Et si la mise en place de l'activité partielle n'a pas permis de prendre en compte le calcul correct de ces assiettes, il sera nécessaire de procéder à une régularisation en DSN le mois suivant. Et cette régularisation devra alors porter sur les cotisations de chaque affiliation. Donc, on a vu le bloc 70 et préciser la période de rattachement donc, de cette régularisation. Donc, au-delà de ce traitement en paye, les trois organismes affirment que le principe est l'assujettissement aux cotisations santé et prévoyance des indemnités d'activité partielle, même s'il s'agit d'un revenu de remplacement, et ce, sauf stipulation contraire de la convention collective ou du contrat de l'organisme assureur. Donc, les organismes assureurs demandent aux employeurs, afin de respecter le plus possible la répartition habituelle entre les différentes tranches, d'utiliser le plafond mensuel non réduit par le nombre d'heures ou par le jour d'absence pour cause d'activité partielle. Donc, en pratique, cela va aboutir pour l'employeur à calculer deux plafonds mensuels sur la même paye. Premier plafond, ça sera le PMSS qui sera proratisé en fonction de l'activité partielle. Et deuxième, ce sont pour les cotisations de prévoyance un plafond mensuel qui sera calculé comme s'il n'y avait pas d'activité partielle. Donc, vous voyez qu'initialement, il était envisagé qu'il n'y ait pas appel de cotisation, mais bon, les assureurs ne sont pas des philanthropes et eux ont décidé de maintenir l'appel des échéances de cotisation durant la période d'activité partielle. Quel est le lien entre l'activité partielle et l'allocation chômage? Il n'y en a pas directement, hein, puisque les modalités sont différentes si on est placé en chômage et en activité partielle. Dans le cadre de l'activité partielle, on ne doit pas justifier de durée minimum de travail ni d'une perte involontaire d'emploi, puisque, comme je vous le disais, le contrat est suspendu, il n'est pas rompu. Et au niveau pratique, le salarié n'a aucune démarche à entamer, puisque c'est l'employeur qui se charge de toutes les démarches. Alors, en cas de cumul emploi-retraite, est-ce qu'on peut bénéficier de l'activité partielle? Oui, on peut en bénéficier, comme tout autre salarié, hein, si toutefois la personne qui est en cumul emploi-retraite a le statut de salarié. Et s'il s'agit d'un travailleur indépendant, en l'occurrence un auto-entrepreneur, cela ne sera pas possible. Alors, la personne en cumul emploi-retraite bénéficiera de l'indemnité d'activité partielle, hein, selon les mêmes règles que les autres salariés. Et dans le cas où il y aurait un cumul intégral, il n'y a pas d'impact. Et si le cumul n'est pas intégral, il pourrait y avoir un impact au niveau de la pension. Donc, pour plus d'informations,
on demande aux salariés de se rapprocher de la caisse de retraite. Donc, on a fini donc, tout ce qui concerne l'activité partielle. Et maintenant, on va passer donc aux mesures qui sont issues des ordonnances du 25 mars 2020 et qui ont un impact en paye. Alors, concernant l'épargne salariale, de manière classique, le principe est que l'entreprise doit effectuer le paiement des sommes qui sont dues au titre de l'intéressement et ou de la participation au plus tard le 31 mai. En raison de l'épidémie Covid-2019, à titre dérogatoire, il est prévu que ce paiement soit reporté jusqu'au 31 décembre 2020 et non pas au 31 mai 2020. Alors, concernant les congés payés, donc, sous réserve de conclure un accord collectif, donc soit un accord d'entreprise, soit un accord de branche, qui sera spécifique à la prise des congés payés, possibilité est donnée à l'entreprise d'imposer la prise de congés payés acquis, de déplacer les jours de congés qui ont déjà été posés par les salariés, avec un délai de prévenance d'1 jour franc, alors que de manière classique, il s'agit d'1 mois. Le nombre de jours est plafonné à 6 qui peuvent être imposés par l'employeur. Possibilité de fractionner le congé et dernièrement, c'est possibilité de suspendre le droit à congé simultané pour les conjoints. Lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie, les jours RTT, les jours de repos qui sont liés au forfait jour et les jours qui sont placés sur un compte épargne-temps peuvent aussi être imposés ou déplacés, avec toujours un délai de prévenance minimum d'1 jour franc. Et là, on a un plafond limité à 10 jours. Alors là, pour ce qui concerne ce dernier encart, il n'y a pas d'obligation de conclure un accord collectif. La seule chose, c'est qu'il est demandé, depuis l'ordonnance du 1er avril 2020, que l'employeur qui décide d'user de cette faculté doit en informer le CSE sans délai. Et l'avis du CSE doit être rendu dans un délai d'1 mois à compter de cette information, ce qui veut bien dire que l'employeur peut faire usage de cette faculté et l'avis du CSE peut intervenir ultérieurement. Alors, concernant les congés payés, tout ce qui concerne l'obligation de conclure un accord spécifique sur la prise de congés payés, cette période ne peut pas s'étendre au-delà du 31 décembre 2020. Alors, également, assouplissement de la durée du travail. Donc, il est prévu des dérogations durée maximale pour les secteurs d'activité nécessaires à la sécurité de la nation et à la continuité de la vie économique et sociale. On attend toujours le décret qui listera ces secteurs. Et là également, on nous dit que ce sera possible jusqu'au 31 décembre 2020. Donc, les durées maximum du travail peuvent être relevées. Donc, on voit bien par jour jusqu'à 12 heures, alors que de manière classique, on avait 10 heures, jusqu'à 60 heures par semaine alors qu'on avait 48 heures, jusqu'à 48 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives alors qu'on avait 44 heures. Possibilité de réduire aussi le repos quotidien qui était de 11 heures, on le passe à 9 heures, et possibilité aussi d'augmenter à 12 heures par jour le travail de nuit. Alors bien entendu, le CSE et la Direct doivent être informés si une entreprise décide d'augmenter la durée du travail. Voilà pour ce webinaire, en espérant qu'on a pu être très exhaustif par rapport à vos attentes. Vous pouvez nous poser vos questions et on a un petit délai pour vous répondre. Moi, je vais profiter juste parce que comme j'ai un peu bégayé là sur la partie exonération de charges par rapport à l'ordonnance de la semaine dernière, juste pour que ce soit clair, en fait, vont être soumises à cotisation toutes les sommes qui sont au-delà de 31,98 € quand on additionne indemnité d'activité partielle plus complément qui serait versé. Donc, c'est la somme des deux qui ne bénéficierait plus pour la partie excédentaire au 31,98 € de l'exonération. Par contre, au niveau de l'indemnisation par l'État, rien ne change sur ce sujet-là. Ce qui change, c'est que les heures supplémentaires structurelles peuvent du coup faire l'objet d'un remboursement. Mais néanmoins, sur l'application du calcul, comment on recalcule le taux? Pour l'instant, rien ne change. Donc, ce serait vraiment que les heures et pas le taux. Voilà, je voulais juste repréciser ce point. Alors, concernant justement le point évoqué par Franck sur les heures structurelles, les références de l'ordonnance
qui a été publiée au journal officiel le 23 avril. Donc, c'est l'ordonnance du 22 avril, numéro 2020-460. Autre information concernant, vous en avez tous entendu parler, je vous le disais tout à l'heure, concernant les salariés qui sont en arrêt pour garde d'enfants ou parce qu'il s'agit de personnes vulnérables, il est prévu un basculement de ces personnes-là dans l'activité partielle à compter du 1er mai. Vous avez la deuxième loi de finances rectificative pour 2020 qui a acté le principe. On est dans l'attente du décret concernant les modalités justement de ce basculement vers l'activité partielle. Donc, si des personnes sont intéressées par ce point-là, merci de vous faire connaître. Et puis, dès que les textes seront parus, on pourra revenir vers vous. Voilà, voilà. Alors, pour l'instant, bah, écoutez, alors il y a des questions, mais bon, on reviendra vers les personnes puisque c'est un peu complexe. On reviendra directement vers les personnes. Farida, oui. J'ai une question qui vient d'être posée. Sur la demande d'indemnisation, doit-on indiquer tous les salariés ou seulement ceux concernés par le chômage partiel sur la période? Bah, uniquement. Alors, bien sûr, la demande d'indemnisation, si vous voulez, elle va concerner, bien entendu, que les salariés qui sont en activité partielle et sur le mois concerné. Bon, vous faites votre demande d'indemnisation sur le mois d'avril, vous allez devoir indiquer uniquement les salariés qui ont été placés en activité partielle durant ce mois. Parce que, admettons, sur le mois de mars, ne seront pas peut-être tous sur le mois d'avril également. Donc, oui, ça uniquement les salariés qui sont concernés par une activité partielle sur le mois concerné. Hein. Ben écoutez, puisqu'il n'y a plus de questions, on vous souhaite de passer une bonne journée. Donc, comme vous l'a dit Laurence, vous allez recevoir d'ici un jour ou deux un lien pour revoir le webinaire en replay, puisque le support n'est pas communicable. Voilà, bonne journée à tous. Bonne journée, au revoir. Bonne journée.